Bienvenue Vivien Bessières et Camille Monceau sur ce plateau du Festival du Premier Roman, plateau consacré à la littérature de jeunesse et plus particulièrement à la littérature jeune adulte. Donc on vous reçoit tous les deux aujourd'hui parce que vous avez publié un premier roman dans une collection d'éditions pour la jeunesse. Vivien Bessières, tu es enseignant, professeur de français, tu as enseigné en lycée, maintenant à l'université. Camille, après des études de lettres, tu as beaucoup voyagé, notamment au Japon où tu as résidé un certain temps, assez longtemps. Et ce séjour a conduit à l'écriture de ce premier roman. Donc tous les deux, vous avez écrit un roman qui est très différent l'un de l'autre. Celui de Vivien, je le montre, propose une première de couverture avec une photographie d'un jeune homme qui visiblement est tombé au fond d'une piscine, qui touche le fond. Voilà. Donc on est dans une certaine modernité, je dirais. Hein. Camille, en revanche, toi, ton livre nous propose un univers graphique assez raffiné, avec une illustration du dessin en fait, dans des tons assez sombres, avec une quatrième de couverture soignée, des tranches aussi décorées, et sur la couverture, on voit un petit personnage, un bâton à la main, qui traverse une rue dans un paysage plutôt asiatique, hein, et qui porte un sabre dans le dos. Voilà. Donc là, un univers qui tout de suite nous fait penser plus à l'estampe japonaise, à quelque chose de plus ancien. Donc, je vais vous demander, l'un après l'autre, à partir de cette couverture, de nous dire en quelques mots de quoi parle votre livre. Peut-être commencer par Vivien. Voilà, à partir de là, qu'est-ce que ce personnage et qu'est-ce qui se passe? En quelques mots, puis après, on approfondira. Alors pour essayer de résumer, effectivement, je peux essayer de partir de la photo qui, alors c'est l'éditeur qui me l'avait proposé et elle m'a beaucoup plu parce qu'effectivement, pour le dire en deux mots, c'est un peu l'histoire de quelqu'un qui touche le fond, mais qui se rend compte qu'en fait il a bien fait de toucher le fond parce que c'est la seule façon de rebondir. Tandis que si on est seulement toujours dans un malheur mitigé, on n'a pas l'occasion de rebondir. Et donc pour le dire d'une autre façon, c'était un peu un roman contre l'espèce de mot à la mode de résilience. Hein, parce qu'on essaye de nous faire avaler des couleuvres avec l'idée de résilience, c'est-à-dire qu'il faudrait tout supporter, il faudrait supporter le pire et puis voilà, se taire et puis continuer à marcher comme un bon soldat. Alors que mon idée, notamment dans le roman, c'est de dire qu'il faut assumer de dire qu'on est en partie trop faible et que s'avouer trop faible, c'est aussi une façon de changer les choses. C'est une façon de dire non, moi je peux plus supporter. Je suis peut-être trop faible, mais je peux plus supporter. Et donc à partir de maintenant, on arrête et on change. Je change et puis on essaye de faire en sorte peut-être que la société change parce que il y a des choses qu'on n'a pas à subir. Et donc c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que c'est peut-être pas mal de toucher le fond et de se rendre compte qu'on touche le fond parce que on peut rebondir et on peut refuser cette idée de résilience qui est un peu trop facilement D'accord. utilisée pour... Et donc là, il s'agit d'un tout jeune homme hein, qui est lycéen dans un lycée technique et qui va effectivement toucher le fond. On aura l'occasion de reparler des différents événements. Et ça se passe effectivement de nos jours, hein, c'est tout à fait contemporain. J'ai remarqué l'exergue aussi au début du roman d'Henri Michaud, que je peux lire euh, rapidement. Au fond, je suis un sportif, le sportif au lit. Comprenez-moi bien, à peine ai-je les yeux fermés que me voilà en action. Ce que je réalise comme personne, c'est le plongeon. Je ne me souviens pas, même au cinéma, d'avoir vu un plongeon en fil à plomb comme j'en exécute. Ah, il n'y a aucune mollesse en moi dans ces moments. Pourquoi cet exergue? Alors déjà parce que c'est vraiment justement à l'âge de Tim, c'est vraiment c'est le poète que je préfère avec Rimbaud peut-être et c'est un poète qui m'a tellement marqué à l'âge de Tim, qui m'a tellement aidé justement parce que j'adore ce poète, je me sens tellement proche de sa façon de voir les choses parce qu'il est à la fois très 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 noir et en même temps très très drôle un peu. Mais d'une drôlesse voilà qui est pas qui est proche de l'humour noir et cette citation
Voilà, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment l'expérience de team et un peu aussi forcément la mienne, c'est-à-dire que il y a plein de choses qu'on ne sait pas très bien faire dans la réalité, et puis tout d'un coup on découvre le rêve, et le rêve ça peut être aussi bien sûr la lecture, les romans, c'est une autre vie qui n'est pas la vie réelle. Et cette autre vie, à la fois elle est irréelle, donc c'est peut-être un peu moins bien, mais en même temps on peut la rendre toujours un peu plus parfaite que, que la vie réelle, parce qu'il y a moins de rugosité, parce que c'est l'imaginaire. Et donc dans le rêve, on sera toujours un meilleur sportif que tous les vrais sportifs du monde. Et c'est une façon aussi de dire, dans le rêve, on peut toujours mieux y arriver que tous ceux qui semblent avoir réussi dans la vie, etc. Alors que voilà, la réussite dans la vie, c'est peut-être pas, comme on dit, Pas de réussir ça. sa vie en général. Ouais. D'accord, Voilà. très bien. Camille, donc voilà, ce personnage tout seul dans cette rue, voilà. Ça c'est l'illustration sur laquelle on avait travaillé avec la maison d'édition. Et donc ça représente Ichiro, le personnage principal. Et ce qu'on voulait, c'est à la fois qu'il soit face au lecteur, pour que le lecteur qui prend le roman dans les mains le voit et se dise tiens, qui est ce personnage, et que la couverture trahisse en fait d'emblée la solitude du personnage, puisque l'histoire d'Ichiro, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est abandonné et qui est recueilli voilà, dans un contexte de Japon féodal, qui est recueilli par un maître du sabre. Et il est élevé dans la nature, coupé du monde, seul, dans un univers très reclus, marqué par le passage des saisons, par la dangerosité de la nature aussi, et il ne connaît rien du monde des hommes. Et donc la couverture, pour nous, c'était important qu'elle montre ce chemin en fait d'Ichiro qui, suite à des bouleversements dans sa vie et à des deuils très difficiles, se retrouve tout seul sur la route à 11 ans, donc quand il est vraiment petit, et il va devoir tout apprendre du monde des hommes. Et ça, c'était pour moi quelque chose d'important. Peut-être parce que quand j'étais enfant, je me suis sentie assez solitaire. C'était difficile pour moi de me faire des amis. Et c'était aussi une manière, à travers ce personnage, d'avoir un personnage naïf qui ne connaît rien du monde et qui peut donner une introduction à un lecteur français de cet univers du Japon féodal qu'on connaît assez peu en France, que moi je connais très bien parce que je suis passionnée par le Japon. J'ai aussi une licence d'histoire, et donc la partie recherche historique est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. Et donc j'ai fait beaucoup de recherches pour ce roman. J'ai vraiment écumé les bibliothèques et les livres d'histoire, à la fois en anglais et en français, pas encore en japonais malheureusement. Et donc avoir ce personnage qui a grandi coupé du monde, c'était une manière d'introduire des lecteurs qui ne connaissent rien à l'histoire du Japon à cet univers-là. D'accord. Coupé du monde et coupé de ses parents aussi. Parce Exactement, que, voilà, s'il est orphelin. Il y a un mystère sur son origine. Exactement. D'accord. Donc dans vos deux romans, on voit bien qu'on est sur des univers très très différents l'un de l'autre. Et même dans votre style littéraire, dans votre choix d'écriture, voilà, il y a aussi un peu un grand écart. Toi, Viviane, tu es partie sur un récit donc, avec ton personnage de Timéo, c'est lui qui prend la parole, je dirais. Voilà, il raconte à la première personne. Il nous embarque tout de suite dans son univers d'adolescent, qui est un univers sombre aussi. Voilà, un adolescent qui est plutôt sur la pente dépressive. On a relevé une petite citation qui met bien l'ambiance, je trouve. Jusqu'à la veille de sa mort, on croit toujours que ça ira mieux demain. Et voilà, l'ambiance un petit peu de ton récit. Pourquoi tu es partie un petit peu dans cette direction, le fait d'écrire à la première personne aussi, et puis voilà, de cette ambiance-là. Je dirais que c'est aussi une façon de voir les choses qui date d'il y a très longtemps, voilà, chez moi, c'est-à-dire à la fois voilà,
ça n'a pas toujours été facile, etc. Forcément, il y a un côté un peu autobiographique. Et en même temps, c'est peut-être aussi un peu de famille. Je sais que mes sœurs aussi sont un peu comme ça. On aime bien rire de tout de ce qui nous arrive de pas top. Et donc, c'est une façon aussi de s'en sortir, quoi. Toujours un peu le rire. Et en même temps, c'était quelque chose dont je voulais aussi un peu sortir, c'est-à-dire que le rire, c'était aussi une façon pour nous de toujours rien prendre au sérieux et de ne pas se prendre au sérieux soi non plus. Et ce qui a déclenché aussi mon écriture, c'est pour moi, pendant très longtemps, euh, le roman, ça a sauvé ma vie un petit peu, mais c'était pour moi quelque chose qui était inatteignable, quoi. Jamais j'oserais écrire un roman. Enfin, c'est vraiment. Euh, et en fait, il y a eu aussi, à un moment de ma vie, après une énième crise comme celle de Timéo, l'idée de me dire, en fait, s'il faut aussi des fois un peu se prendre au sérieux. Et se prendre au sérieux, ça peut être aussi oser parler en son nom aussi. Oser parler à la première personne et puis oser écrire, en fait, se dire bon, on verra bien ce que ça va donner, mais ça compte tellement pour moi, en fait, je vais pas réussir à être bien dans ma vie, pardon, tant que j'aurai pas franchi le pas et oser aussi m'affronter à l'échec, c'est-à-dire c'est toujours c'est toujours cette question-là qui est un peu développée aussi dans le roman, hein, voilà, la peur de l'échec, donc on n'ose rien faire, comme ça on est sûr qu'on va pas échouer. Mais au bout d'un moment, voilà, ça se retourne contre nous. Et voilà, apprendre à échouer, c'était aussi un peu ça le roman. Et c'est ce que j'ai vécu aussi en écrivant le roman, hein, parce que j'ai vécu des échecs à répétition, notamment des lettres de refus à répétition par dizaines, etc. Et ça a duré très longtemps pour qu'il y ait eu plusieurs envois de manuscrits, etc. Et en même temps que j'envoyais les manuscrits, l'histoire de Tim se peaufinait et elle répondait aussi à mon histoire. C'est-à-dire, voilà, il y avait la façon de aussi considérer les échecs d'un autre point de vue et tout d'un coup de les voir bien. Hein, pour prendre un exemple, le premier manuscrit que j'envoyais, c'était que des retours types, c'est-à-dire non personnalisés. Mais c'était un peu le pire parce qu'ils étaient gentils. C'était ah, il nous a bien plu votre roman, mais ça correspond pas à nos attentes. Et la deuxième fois que j'ai envoyé des manuscrits, j'ai eu aussi que des retours négatifs, mais quelques-uns personnalisés. Et donc c'était un peu comme quand on parle de racisme, on passait du mépris à la critique franche. Et finalement c'était mieux parce qu'on me faisait des critiques des fois très dures, genre ça va pas du tout, c'est beaucoup trop rocambolesque, c'est invraisemblable. Mais tout d'un coup c'était personnalisé. Et je me suis mis moi-même, tout en écrivant l'histoire de Tim, à voir aussi les choses positivement. J'ai remercié certaines personnes qui m'ont dit, pour m'avoir fait des critiques au vitriol, mais au moins personnalisées. Et du coup, il y a une éditrice qui m'a rappelé, qui m'a donné plein de conseils. Elle me dit, j'ai culpabilisé, vous m'avez remercié pour ce que je vous ai dit. Et finalement, c'était aussi essayer de transformer. Il y a toujours cette idée, transformer la boue en or. Enfin, en or, je ne veux pas dire que mon roman est de l'or, mais en tout cas, l'idée d'essayer de faire de quelque chose qui apparaît négatif, voilà, un rebond. Ça t'a fait évoluer dans l'écriture. Exactement. Tes retours. Ouais. Si je peux me permettre une toute petite insertion, là, tu disais, j'ai envoyé à beaucoup d'éditeurs. Est-ce que dès le début, tu as ciblé un public jeunesse ou tu as ciblé quelque chose de beaucoup plus général ? Non, j'envoyais partout, c'était la vraie prostitution. J'étais prêt à envoyer. Entre les deux, non, c'était quand même presque que des éditions jeunesse, mais au tout début, même étant un peu naïf, par exemple, il y avait un ami qui connaissait quelqu'un qui était aux éditions XO, alors que ça n'avait rien à voir avec ce que je... Mais j'étais tellement justement un peu au fond du trou comme Timéo, j'ai aussi donné le manuscrit. Voilà, au tout début, en plus, voilà, j'avais aucune idée du monde de l'édition. Enfin, j'étais vraiment très novice et tout. Mais petit à petit, au fur et à mesure des envois, ouais, j'ai plus ciblé. Et puis forcément, j'étais super heureux en plus que ce soit les éditions du Rouergue, parce que ça correspondait tellement bien à mon univers et j'avais aimé beaucoup des romans du Rouergue. Et donc, j'étais forcément, comme beaucoup, il y a toujours les histoires où on reçoit pour une fois le retour positif. Et c'est sûr que c'est des moments voilà, qui sont rares, mais qui sont... Et est-ce qu'une fois un éditeur intéressé par ton texte, donc en l'occurrence les éditions du Rouergue, est-ce qu'une fois que
le contrat s'est engagé. Est-ce que tu as retravaillé ton texte avec l'édition? Et est-ce que là, tu t'es mis dans une perspective d'écrire plus pour un public de jeunes, ou est-ce que tu es resté sur ta problématique qui était comment dire, de raconter aussi ton histoire à toi, quoi. Alors, Ça a fait bouger quelque chose, ou est-ce que finalement... alors oui, disons que je me suis rendu compte à quel point c'est pas fini quand on... Déjà, il y a eu un premier temps où voilà, il voulait rien me promettre, mais il me demandait si j'acceptais aussi de revoir certaines choses. C'est peut-être aussi pour voir aussi comment j'étais prêt à rentrer en relation avec lui. Et non, l'écriture pour la jeunesse, c'est plutôt venu en amont. Ça a été vraiment comme une libération, parce que comme vous l'avez dit, j'ai vraiment fait un petit peu le bon élève de lettres. Alors j'ai fait voilà, tout le truc qu'il faut. Et en même temps, j'ai tout fait complètement. C'est-à-dire qu'avant, il y avait toujours cette idée, c'est-à-dire j'avais rien à dire, mais je m'imaginais toujours l'auteur qui parle comme ici. Là. Je savais pas quoi dire, mais je m'imaginais bien parler dans les entretiens. Et par contre, quand je me mettais à essayer d'écrire, j'imaginais comme quand j'étais à la fac ou au lycée, faire des belles phrases avec les 40 lignes qui seraient bien étudiées voilà, par les élèves. Et en fait, ça donnait rien du tout, c'était très mauvais. Et la révélation, c'est vraiment de me dire que l'idée, c'est pas de faire des belles phrases, c'est juste est-ce que j'ai envie de raconter quelque chose, est-ce que être auteur, c'est juste voilà, une sorte d'apparence que je me fais d'idéal, parce que c'était vraiment comme des héros, quoi, ou est-ce que c'est parce que j'ai bien envie de raconter des choses, et est-ce qu'il y a quelque chose que... Et donc ça a été une libération, et de me dire à la fois l'envie de raconter des choses plutôt que de faire du style. Et l'autre libération, c'est de raconter des choses par un biais de l'imaginaire, de la science-fiction un petit peu, même si c'est une science-fiction douce, et de la littérature jeunesse, parce que je me sentais complètement beaucoup plus libre. Je ne sentais pas tout le poids des siècles de la littérature générale sur mes épaules. En plus, quand on est prof de lettres, on le connaît bien, ce poids et tout. Et là, tout d'un coup, je pouvais faire quelque chose qui n'avait rien à voir, et je pouvais me mettre à plus du tout réfléchir à ces 40 lignes, elles vont être étudiées peut-être dans les... C'était une libération. Dans l'édition jeunesse. Ouais, complètement. D'accord, c'est intéressant. Et puis, c'était tellement important pour moi, à l'époque adolescente, le roman, que vraiment, c'était quelque chose qui m'a révélé aussi de me dire, en fait, c'est aussi pour les ados que j'ai envie d'écrire, parce que j'aimerais bien, par exemple, j'ai bien envie d'écrire ce que j'aurais bien aimé avoir lu à l'époque, voilà. D'accord. Donc Camille, là, ton choix d'écriture est très différent. La tonalité, en tous les cas, n'a absolument rien à voir. Ce sont vraiment deux romans, tous les deux en édition jeunesse, mais un peu aux antipodes. Et dès le début de ton roman, tout au long de ton texte, tu utilises une langue... Ichiro parle et raconte avec une langue très littéraire, très choisie. Et dès le début, il y a une sorte de contrat de lecture... intéressant, page 7. Je me permets de lire l'extrait où c'est Ichiro qui raconte dans le premier chapitre « Mon cœur a longtemps balancé avant que je parvienne à la conclusion que le seul moyen pour moi d'y voir plus clair sur les événements funestes de ces dernières années était de coucher mon histoire sur le papier dans l'espoir que les caractères fassent ressortir le canevas d'un sens caché. Quant au lecteur, hélas, je ne pense guère qu'il n'y en aura, car ces feuillets que je noircis donc n'auront d'autre destination que les flammes de l'âtre rougeoyant. » Alors pourquoi ce choix pour s'adresser à un public de jeunes adultes ? Alors la question du public, pour moi, elle n'était pas évidente dès le début, quand j'ai commencé à écrire. À l'origine, c'était vraiment, j'ai commencé ce roman en 2017, à une époque où ça faisait 2 ans que j'étais rentrée du Japon, où j'ai vécu 1 an, et j'étais un peu en manque du Japon, comme une personne qui souffre d'une addiction est en manque de la substance à laquelle elle est accro, et vraiment le Japon me manquait terriblement. Et c'est à cette époque que j'ai repris les cours de japonais, et en fait, j'ai commencé à écrire ce roman en me disant c'est une manière de m'évader, c'est une manière de vivre au Japon, dans ma tête, d'être sous perfusion du Japon, dans la douche, j'imaginais des dialogues, je me disais là il va se passer ça, etc. Ça a été une manière de le faire revivre pour moi. Et en fait, comme je suis, c'est ce que disait Vivien tout à l'heure sur l'envie d'écrire un roman qu'on aurait aimé lire quand on était plus jeune.
c'était vraiment ça en fait qui m'a fait écrire ce roman. C'est que moi aussi quand j'étais plus jeune je lisais énormément, j'étais assez solitaire, je crois que je l'ai déjà dit, et je passais vraiment des heures à lire toute seule. Quand dans la cour de récréation mes autres amis ils voulaient plutôt faire des jeux, etc. Moi j'étais toujours le nez fourré dans un livre. Quand j'allais à des soirées ensuite plus âgées, j'avais tout le temps un livre caché dans mon sac. Voilà, comme ça j'avais toujours une porte de secours si jamais ça se passait pas bien. Et ça a toujours été une évasion pour moi, ça a été aussi un moyen de m'évader quand ça allait pas forcément très bien. Et donc ce roman, je l'ai écrit parce que je me suis dit, c'est ça que... Enfin, en tout cas, moi, ça me fait plaisir. C'est une histoire que j'ai envie d'écrire. Et je pense que ça m'aurait plu quand j'étais plus jeune. Après, comme je suis également très influencée dans mon écriture par l'univers de la fantasy, par exemple des autrices comme Robin Hobb en fantasy ou Ursula Le Guin dont on a parlé tout à l'heure, sont des autrices qui m'ont beaucoup influencée. Et donc l'univers fantasy, en fait, je m'en suis un peu inspirée pour le canevas, pour ce parcours initiatique, en fait, la quête d'un héros, un peu voilà, le traditionnel, la traditionnelle odyssée qu'on a depuis des siècles en littérature. C'est un modèle qui m'inspirait beaucoup et dont en même temps j'avais envie de me distancer par certains aspects, en remettant en question notamment ce personnage d'un héros qui est amené à sauver le monde, qui est amené à... Voilà, il y a une prophétie autour de lui, etc. Ça, c'est pas ce que j'avais envie de faire. Et par contre, le récit à la première personne, en fait, je pense que ça vient du fait que j'ai toujours tenu des journaux. Depuis toute petite, j'ai toujours eu des carnets que j'écrivais à la première personne, du coup, forcément. Et donc, ça a toujours été une manière d'écrire très naturelle pour moi. Et comme il y a beaucoup de moi en Ichiro, dans le personnage principal, pour moi ça coulait de source. D'écrire à la première personne du singulier, c'était le plus naturel. Et ce contrat de lecture, bien sûr, c'est un peu amusant. C'est toujours quelque chose que j'ai beaucoup aimé quand j'ouvre un livre et que il y a une sorte, on fausse un peu la notion de réel et de fiction. C'est par exemple quand il y a un début de roman et on nous dit ce manuscrit a été trouvé dans les décombres. Des clins d'œil au lecteur. Voilà, il a été exactement. Ça c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup et que je trouve vraiment intéressant. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Très bien. On va peut-être maintenant parler de vos personnages de façon un petit peu plus approfondie. Donc Timéo. Timéo, lui, oui, on le sent mal au lycée, mal à la maison. On a l'impression qu'il n'a pas vraiment de passion au départ. Il a un côté loser, dépressif. Le portrait vraiment au départ est assez négatif. Et il a une devise, c'est tant qu'il y a de la vie, un peu plus de souffrance est toujours possible. Waouh. Et on voit bien que ce jeune homme, il a une relation aux autres qui est très, très difficile. Et quelquefois, il a envie que d'une seule chose, c'est d'être transparent. Et on a l'impression d'avoir vraiment le portrait là d'un anti-héros, en fait. Alors, je ne sais pas si de quoi tu t'es inspiré, visiblement un petit peu de toi. Est-ce que tu t'es inspiré aussi de tes lycéens que tu as côtoyés, d'où il vient un peu ce héros Alors, oui, c'est sûr, voilà, c'est vraiment plutôt un anti-héros. Et forcément, comme je le disais, hein, je me suis inspiré, c'est moi, hein, c'est très proche de moi, même si j'ai pas vraiment vécu ce qu'a vécu Tim, pas exactement. Et c'est plutôt en écrivant l'histoire de Tim que tout d'un coup, petit à petit, je me suis dit ah oui, mais j'ai vécu un peu comme lui. Et en fait, ah oui, en fait, j'ai peut-être été harcelé aussi à l'époque. Disons que je suis pas parti de l'idée de je vais écrire un roman sur le harcèlement. C'est venu plutôt à la fin, hein, voilà. Et donc il y avait cette idée. Tu parlais, Camille, d'évasion. Et il y avait tout à fait aussi cette idée d'évasion, même si en fait on est dans des évasions très différentes. C'est-à-dire que moi, comme vous dites, c'est une évasion où on a aussi des fois, on est encore pire que dans la réalité, quoi. On est dans la... Mais il y avait quand même cette idée que j'arrive pas du tout, disons, à imaginer complètement un monde ou à imaginer complètement des personnages. Donc c'est toujours très inspiré de la vie réelle. Et en même temps,
j'arrive pas du tout non plus à faire une sorte d'autobiographie, parce que ce serait comme m'infliger une deuxième fois à moi, un passé que j'ai moyen aimé, et infliger au lecteur aussi un passé qu'il va peut-être pas aimer, voilà, s'il est purement réaliste. Et donc le fait d'avoir plein d'éléments science-fictifs, et le fait que Tim vive encore pire que moi, et des fois encore mieux que moi, c'est comme une évasion, mais une évasion un peu dans un sens fort, comme une évasion de prison, on va dire. C'est-à-dire que il ne s'agit pas seulement, parce que souvent hein, c'est mal vu, la littérature d'évasion, on connaît ça pour, quand on écrit en littérature jeunesse, alors ah oui, bon, c'est pour s'évader, donc c'est pour pas voir la vraie réalité, hein, c'est pour être dans les nuages et qu'avec des belles choses et tout. Alors que, en fait, pour moi, l'évasion, ça peut être beaucoup plus aussi dire non à la réalité existante et s'évader comme si la réalité existante était une sorte de prison dont on peut quand même s'évader en fait par l'imaginaire en rajoutant des petites choses qui nous permettent d'accéder à d'autres mondes possibles. Mais d'autres mondes possibles qui ne sont pas forcément des mondes enchanteurs, enfin, comme des mondes de bisounours, qui sont des mondes qui peuvent être très durs, mais qui ont des éléments de fantastique, des éléments science-fictifs, des éléments d'imaginaire, qui sont comme un appel d'air, qui permettent à Tim, qui permettent aussi à moi. Et hein, je parlais du rêve, pour moi c'est exactement, c'est très proche du rêve, c'est cette idée d'appel d'air. Et je pouvais pas du tout faire un vrai héros, quoi, ça c'est sûr. J'y arrivais pas, quoi, même si j'avais voulu. Donc j'avais besoin d'un anti-héros, mais il fallait que ce soit quand même un héros, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il fallait pas que ce soit moi, moi tout cru. Ce serait déjà, c'est peut-être un peu gênant parfois, il y a des passages. Et si ça avait été encore plus moi tout cru, il y aurait eu peut-être un effet document psychanalytique, genre est-ce que j'ai vraiment envie de savoir toute la vie de ce jeune homme de A à Z. Et donc le fait d'avoir un héros, même si c'est un anti-héros, voilà, c'est aussi de me libérer de moi-même, quoi. Tim, c'est quand même pas exactement moi. C'est moi, mais c'est un moi qui maintenant est plus moi, quoi. Voilà, c'est un moi d'avant et c'est un passé qui est plus exactement mon passé, que j'ai pu faire un petit peu vriller pour le faire aller vers autre chose, vers un autre monde possible. Et donc voilà. Et c'est aussi un portrait de lycéen finalement, voilà, parmi d'autres. Exactement, c'est petit à petit de me rendre compte que j'ai l'impression, c'est ce que vit Tim aussi, il a l'impression que c'est que lui qui est malheureux et lui il est très différent des autres, parce que c'est le plus malheureux et les autres ils sont super et tout. Et je veux raconter aussi l'histoire du fait qu'il se rend compte lui-même, et moi je me rends compte moi-même en écrivant, que je me détache de Tim et que Tim, en fait il ressemble à plein d'adolescents de maintenant, on sait la propension de l'adolescence à trouver tout nul ou tout horrible. Et donc finalement, oui, c'est une façon aussi de me rendre compte que non, on n'est pas tout seul, quoi. Non, je suis pas tout seul. Et puis de sortir d'un égocentrisme aussi, quoi. De dire, en fait, Tim, c'est pas que moi, quoi. C'est en quelque sorte un héros miroir pour le lecteur aussi. Oui, complètement. Mais un miroir, voilà, moi, j'arrive pas du tout à faire la littérature réaliste. Et donc un miroir déformant, on va dire, hein, un miroir qui avec des éléments comme ça d'imaginaire. Alors que Camille, dans ton héros, toi, donc on en a parlé déjà un petit peu, c'est vraiment un héros porté par la quête de ses origines. Hein, donc tu as parlé de Robin Hood. Moi, en lisant ton roman, j'ai aussi pensé à des choses plus contemporaines comme le cycle des Harry Potter. Lui aussi, il est orphelin, il a une marque, enfin comme ton héros a un pendentif qu'il porte partout, il cherche ses parents, il ne comprend pas qui ils sont, enfin, et puis lui aussi, il est confronté à énormément d'adversité, hein, énormément. Et Ichiro, il en rencontre aussi beaucoup. Alors il y a quelques personnes qui l'aideront, mais c'est vraiment quelqu'un qui se construit dans l'adversité. Et est-ce que c'est une façon pour toi de justement présenter une figure positive, quelque chose de je sais pas comment dire, d'accrocher à la vie? Oui, il y a un côté, en fait, je suis une éternelle optimiste. Je pense que c'est vraiment ancré dans mon caractère. Ouais. Et même quand j'ai eu des périodes où ça allait pas bien, voilà, j'ai souffert de dépression beaucoup quand j'étais plus jeune. Pareil. Ça fréquente les Il y a un point commun. Un point commun. Et en fait, j'admire énormément le travail de Vivien, par exemple, parce que pour moi, écrire quelque chose de proche de moi, et ton roman, je trouve qu'il est incroyable pour ça. En le lisant, je trouve qu'il y a une force et un courage incroyable.
Et c'est quelque C'est- chose que j'ai essayé de J'adore. faire et que je n'arrive pas à faire, dont je suis vraiment incapable. Et Moi, pour c'est moi, l'inverse, tu vois, j'arriverai pas. voilà, on se Parce que ça complète parle bien beaucoup du de coup. samouraï et de sabre, et je trouve que tu as une maîtrise, un contrôle. Comment elle fait pour maîtriser ces phrases? On va en reparler tout On va à en l'heure. parler. J'ai des sabres à la maison, c'est vrai. Et en fait, du coup, comme je disais tout à l'heure, j'avais tout le temps la tête dans les nuages quand j'étais plus jeune, et même encore aujourd'hui, je suis très tête en l'air. Et j'ai toujours rêvé d'aventure. Vraiment, j'ai toujours eu une part de moi qui se disait, c'est ça la vie. Quand j'étais au lycée, même voilà, j'aimais bien les cours et tout, ça m'intéressait, ou en prépa, mais j'avais toujours le nez dehors à regarder les nuages et à me dire, mais je serais quand même tellement mieux à découvrir d'autres horizons, à vivre une aventure, à faire quelque chose. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai autant cet appel du voyage. Et c'est pour ça que je suis partie vivre au Japon pendant 1 an et ensuite en Nouvelle-Zélande parce que, voilà, en plus j'adore la nature. J'ai grandi à la campagne et j'avais un côté un peu sauvageonne quand j'étais plus jeune. Je peux passer des heures dans la forêt, c'est un peu mon élément préféré. Et, et donc faire avec Ichiro, j'ai vraiment voulu... il y a beaucoup de choses qui se sont faites très naturellement. J'ai beaucoup écrit sans me poser un peu des questions. J'avais plutôt l'histoire en tête, sans vraiment analyser le message que je voulais donner ou quoi. C'est pas des choses vraiment que je me suis posées en tout cas dans le premier jet. C'est plutôt des choses qui sont venues à la relecture, en analysant notamment avec mon éditrice. Et en fait, toutes les adversités, les difficultés, je sais que j'ai beaucoup eu de retours de lecteurs qui me disaient vraiment, subit beaucoup de choses quand il même, hein. lui arrive des choses Ah vraiment oui, horribles c'est à violent, Ichiro. hein. Et en fait, il y avait se aussi, je pense qu'il y a une violence de l'époque. Comme je disais, la partie historique m'intéressait beaucoup. Et en fait, ce qui me fascine dans le fait d'écrire un roman d'histoire si éloigné de nous, mais ça aurait été pareil si ça avait été la France médiévale. C'est tellement loin de nous. Ce qui me fascine, c'est d'essayer d'imaginer comment les gens vivaient à l'époque. Qu'est-ce que ces gens vivaient, qu'est-ce qu'ils ressentaient. C'est tellement loin de nous, c'est tellement différent. Et en fait, prendre ce cadre-là, c'est aussi une manière d'interroger nos propres codes. C'est comme ce que tu disais, le miroir déformant. C'est une manière d'avoir un miroir et d'interroger nos propres codes, nos propres normes. Et donc, Ichiro, il me sert très bien à faire ça. Et après, c'est un personnage qui est assez naïf et qui a été beaucoup infusé par la gentillesse de Oba, la vieille femme qui l'élève, mais également du maître, qui l'aimait à sa manière très bourrue. Et il a, je pense, une gentillesse en lui. Sa gentillesse et naïveté qui sont très liées. Et donc peut-être que parfois des gens vont profiter de cette gentillesse où il va se faire un peu avoir. Ah oui. Mais en fait, c'est vrai que pour moi, la gentillesse et le fait de... Il ne faut pas être trop gentil, il faut pas. C'est important de savoir se lever et de dire stop. Et ça, je trouve que c'est très fort ce que tu fais dans ton roman, de dire c'est important de savoir dire les mots. Et quand Tim, il vit des violences et il dit mais non, mais c'est juste des histoires de gosses et c'est pas grave. Et on lui dit non, la proviseure lui dit non, non, c'est grave, c'est ce que tu as vécu, il faut mettre les mots. Et ça, je suis d'accord, je trouve ça hyper important. Et d'un autre côté, je trouve que c'est hyper important de ne pas perdre sa gentillesse et ça, pour ça, c'est le personnage d'Ichiro. En ça, je suis très attachée à lui là-dessus. Ouais, c'est un personnage très positif. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ton roman, c'est la multitude de personnages secondaires autour. Ça, j'ai trouvé que c'était, Emma aussi, hein, que c'était vraiment très bien travaillé. Des personnages qui sont soit positifs, je pense à ses amis, bon, on va en reparler un petit peu plus tard, mais aussi des personnages négatifs. Et tous ont un rôle, comment dire, un rang dans la société médiévale de l'époque. Tous correspondent à quelque chose. Et là aussi, on est impressionné par le travail historique sur cette époque auquel un jeune lecteur peut être dérouté par quelque chose d'assez compliqué, quoi. Hein. Et en revanche, les personnages sont très bien campés et c'est vrai qu'on se demande comment tu as fait pour arriver à mettre en place tout ce petit monde avec les prostituées autour du théâtre. Bon, chacune a son individualité. Enfin, c'est vraiment... Tous ces personnages, ils me sont venus, je sais pas trop d'où. En fait, il y a assez peu de... en fait, moi, dans mon écriture, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive vraiment pas à m'inspirer c'est peut-être une barrière que j'ai mise. Je n'arrive pas à m'inspirer de ce qu'il y a autour de moi, des gens. Bon, il y a un petit peu, par exemple dans Oba, il y a un petit peu des figures de mes grands-mères, mais mes grands-mères n'étaient pas comme elles. C'est un peu la grand-mère peut-être que j'aurais voulu avoir. Et donc ils sont tous un peu nés,
je sais pas trop d'où, de mes nombreuses lectures. Et en fait, plus je l'ai développé, alors mon éditrice est vraiment repassée avec moi parce que j'ai tendance à écrire beaucoup. J'ai une écriture très prolifique. Et alors en plus, quand je suis dans mon histoire et avec les personnages, j'ai envie, chaque personnage secondaire, j'aimerais en fait écrire leur propre histoire et qu'on sache tout Ça de se ce sent qui- très fortement. Voilà. Donc ça, je on me a- suis un peu censurée aussi pour Ouais. pas faire un Ah, là, pavé oui, de quand 600 même. pages. Oui, oui, oui. On sent qu'à chaque fois, on va avoir l'histoire de quelqu'un d'autre, quoi. On les retrouve. Mais c'est aussi Enfin, voilà, quoi. C'est aussi, et ça je pense que c'est de mon expérience personnelle, étant une personne un petit peu angoissée sociale, on va dire, j'ai du mal à aller vers les autres, ça va un peu mieux aujourd'hui, mais quand j'étais jeune, j'en ai pas mal souffert. Et en tout cas moi ça a été mon ressenti, étant comme ça, j'avais aussi c'est très facile de juger les gens, je trouve. Et notamment, voilà, dans un contexte de caste, mais encore aujourd'hui à notre époque, on colle tous à certaines étiquettes, etc. C'est très facile de faire un jugement sur une personne. Et en fait, les personnes, souvent, on les voit qu'en 2D. On ne connaît pas toutes les facettes de leur vie. Et c'est pour ça que dans le roman, c'était important pour moi d'essayer de montrer qu'il y a une complexité. Et que même si une personne elle va faire des actions mauvaises, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est mauvaise au fond d'elle. Et qu'au contraire, une personne qui parfois est mauvaise peut faire une bonne action, et que aussi les gens peuvent changer, tout n'est pas gravé dans le marbre, il n'y a pas de... Moi, je crois profondément aux secondes chances et au fait que les gens peuvent évoluer et changer en apprenant, en écoutant. Et donc ça aussi, c'est pour ça que j'ai voulu autant développer tous les personnages secondaires, parce qu'ils font grandir Ichiro, et je pense aussi que Ichiro les fait grandir d'une certaine manière avec son côté, j'ai grandi dans une grotte et je questionne un peu tout ce qui m'entoure parce que je découvre en fait le monde des hommes et des normes auxquelles je ne comprends rien. Et Très puis bien. ces personnages secondaires permettent aussi d'aborder un thème qui est présent dans vos deux romans, c'est l'amitié en fait. L'amitié qui ressort comme une belle luminosité dans ton univers, toi Vivien, parce qu'on a le personnage de Louis qui est comme ça finalement une lumière pour Tim, et qui va permettre à Tim aussi de s'ouvrir à quelqu'un, d'échanger, ils vont avoir des échanges de lecture, des échanges à travers le modélisme, des échanges à travers la musique aussi, des échanges aussi un peu plus sombres à travers la drogue ou l'alcool. Mais voilà, tu questionnes vraiment l'amitié avec toute son intensité, sa fragilité, et tu questionnes aussi le fait de, par amitié, jusqu'où on peut aller. Qu'est-ce qui en ressort de ce questionnement? Oui, tout à fait. Finalement, je suis en train de me dire, on a écrit un peu le même roman, finalement. Alors qu'a priori, ça n'avait rien à voir. Mais... On va finir à la fin de l'entretien parce que Parce que oui, je ne m'étais pas rendu compte à quel point aussi c'est beaucoup une histoire d'amitié. Mais oui. Toi aussi, finalement, enfin, là, c'est un peu ce qu'il y a de plus important aussi. Après, en plus, toi, il va y avoir des tomes suivants, donc je sens que l'amour va prendre. Je veux pas spoiler. Mais finalement, ouais, il y a vraiment ce thème de l'amitié, j'ai l'impression, ouais, qui nous tient tous les deux, et puis d'un héros un peu naïf, un peu, ouais, et qui a un ami qui, lui, voilà, est assez différent. Et alors moi, ouais, je suis bien d'accord avec ce que tu dis, mais c'est clair que moi, en revanche, pour ce qui est de réussir à créer des personnages, j'y arrive pas du tout dès qu'ils sont inventés, quoi. Ça sonne très faux, quoi. On dirait des purs, comme tu disais, 2D. J'arrive à faire que du 2D. Et donc, j'ai vraiment besoin de m'inspirer de personnes que je connais. Donc, après, voilà, je ne connais pas tant que ça, donc ça va devenir... Il faut que j'essaye d'en connaître plus. Et puis, par contre, moi c'était toujours, par contre, là, tu parlais de ta grand-mère, etc. Moi, du coup, il y avait toujours la peur, genre, ah mince, mais... ma mère va voir qu'en fait je m'inspire de... Et donc en fait c'est vraiment le côté puzzle, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune personne comme Louis, il n'est pas inspiré d'un ami mais de deux, ouais, en fait c'est vraiment mes deux meilleurs amis, voilà. Je les ai mis tous les deux dans le checker, tac tac, et puis j'ai changé les cheveux, j'ai mis des yeux, et du coup, voilà, c'était forcément, je voulais
je voulais parler de l'amitié, parce que pour moi, l'amitié, c'est à la fois, oui, le moment important dans l'adolescence. Et pour moi, l'amitié, c'est vraiment comme la lecture. Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu pareil, hein. Tu parlais du fait de, voilà, de se retrouver avec des livres, c'est retrouver des amis. C'est, voilà, quand on n'en a pas, ben, tac, on en trouve dans la lecture. Quand on en a, mais ça se passe mal, etc. Et donc voilà, pour moi, l'amitié, c'est vraiment comme on retrouve des amis tous les soirs. Et je voulais parler de ça. Je voulais parler à la fois de la découverte de l'amitié, via la découverte de l'altérité, parce que bon, moi, comment j'ai connu l'amitié, c'était vraiment avec quelqu'un de très différent, quoi. Ça passait pas par quelqu'un qui était comme moi. Et, pour moi, c'était aussi une image de la lecture. Et puis on parlait d'amour. Pour moi, l'amour, c'est plus une image de l'écriture, parce que dans l'amitié, il y a un côté un peu plus passif presque, c'est-à-dire on va pas construire au jour le jour. L'amitié, elle vient aussi comme elle est, et puis des fois on voit pas les amis pendant longtemps, on les revoit, et comme la lecture, c'est un peu plus passif, n'est-ce que dans l'amour, en tout cas c'est ce que Tim a pas du tout compris au moment du livre, parce qu'il est à fond, comme je l'étais moi-même, dans l'amour-passion, l'amour romantique, avec voilà, mais l'écriture pour moi, voilà, ressemble beaucoup plus à une sorte de, c'est presque comme l'amitié, avec deux petites différences. Il y a la sexualité, on le sait, et puis il y a le fait de travailler, de construire quelque chose au jour le jour, un peu comme on écrit, parce que voilà, ça demande un peu plus d'être actif, mais pour le personnage de Louis, c'est ça, oui, j'ai vraiment besoin quand même de m'inspirer de personnages réels. Et donc Camille, toi, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, à Ichiro, il rencontre des amis, mais nous avons trouvé que ces amis sont tous des personnes qui ont un rapport avec l'art, ce sont des artistes. Il y a tout d'abord Daichi qui écrit des pièces de théâtre, qui est un homme de théâtre. Il y a aussi Shin, le fils du fabricant d'éventails, qui dessine bien, et en fait, il y a aussi la jeune fille au masque de No. Peut-être que plus que l'amitié, est-ce que c'est l'art aussi qui est un moyen de se réaliser, de se dépasser? D'autant que Ichiro va se lancer dans le théâtre, concrètement. Alors c'est amusant parce que j'avais jamais fait le lien, en fait, j'avais jamais pensé, on me l'avait pas fait ressortir, et les lecteurs servent à quelque chose. non, mais c'est super intéressant quand même, du coup ça me fait réfléchir. Et c'est vrai que je pense peut-être aussi que, ayant fait un parcours littéraire, et tu as peut-être ou sans doute eu la même expérience que moi, Vivien, les lettres sont quand même assez décriées. En tout cas, moi, mon expérience a toujours été que, même si moi c'était le choix, j'ai toujours su que je voulais faire elle, j'ai toujours su que je voulais faire des lettres, il y avait un côté, c'est la voie de garage. Et, oui, voilà, et les humanités, etc., à quoi ça sert? Et aussi, il y a cette notion d'utilité. On est dans une société productiviste où tout ce qu'on doit faire doit avoir une utilité. Et ça, c'est quelque chose qui me révolte profondément. Et je pense que c'est pour ça aussi que je suis autant attirée par la culture japonaise. C'est parce qu'il y a un sens de l'esthétique. Après, je ne défends pas l'art pour l'art et une certaine forme malarméenne d'art hermétique. Non, c'est pas du tout mon propos. Mais par contre, c'est vrai que, par exemple, les cerisiers en fleurs, on peut prendre cet exemple. Les arbres ne produisent pas de cerises. C'est ce que je disais hier avec les élèves que j'ai vus. Ils produisent des belles fleurs. À quoi elles servent? Elles ont sans doute un rôle dans la nature, mais en soi, c'est juste regarder des jolies fleurs et ça n'a pas d'utilité. Ça apporte juste un sentiment de bonheur. Une émotion esthétique. Voilà, une émotion esthétique. Et c'est vrai que cette émotion esthétique, je la ressens énormément dans la culture japonaise, dans les estampes, dans le film, le cinéma japonais, la littérature également. Et je trouve qu'il y a une certaine lenteur et un art de prendre le temps de savoir savourer l'instant présent et de savourer les minutes qui passent, qui me parlent énormément. Surtout pour moi qui suis d'un naturel assez angoissé, c'est aussi une manière, je trouve, d'apprendre à se poser en soi-même et d'écouter ce qui se passe. Et donc je pense que tout cet univers artistique, c'est sans doute pour ça qu'en fait, malgré moi, il a rencontré et il noue des amitiés avec ces personnages-là. Dans ma tête, c'était aussi que, et c'était le cas à l'époque, et c'était pareil en Angleterre ou en France à l'époque médiévale ou un petit peu plus moderne, les artistes étaient assez décriés. Leurs mœurs, etc. On disait qu'ils avaient de mauvaises mœurs, et que voilà, c'était des classes de la population très récriées, en lien beaucoup avec la prostitution également, l'ordre moral, etc. Et
moi, j'avais envie de parler de ces gens-là, Cet univers. de cet univers-là, de gens qui sont un peu pas des déchets de la société, mais en tout cas qui sont considérés comme tels, notamment à l'époque du roman où il y a un gouvernement qui se met en place, qui est très inspiré par la morale confucéenne venue des Chine, donc une morale qui est très centrée sur la figure autoritaire du père, voilà, l'obéissance aux règles, la morale, etc. Et c'est pas du tout le cas d'Aichi, le poète, et Shin, etc. Ils sont pas du tout dans ça. Et c'est plutôt des personnages qui vivent en marge, qui ont du mal à trouver leur place dans la société, qui, entre guillemets, ne produisent rien d'utile, hein, ils produisent que de l'art. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi que Ichiro s'entend aussi bien avec eux et qu'ils sont aussi importants. Dans le roman, ouais. À propos de théâtre, justement, peut-être qu'à ce stade de la discussion, on peut faire une petite parenthèse pour nos auditeurs, pour expliquer un petit peu ce contexte du théâtre au Japon au XVIIe, qui est peut-être pas très connu par chez nous. Et puis bon, nous sommes dans un théâtre, alors parlons-en. Si tu peux nous donner quelques explications. Oui, bien sûr. Déjà, pour expliquer juste pourquoi le théâtre est aussi important dans le roman, alors que c'est un roman à la base qui parle de samouraï, donc peut-être ça peut surprendre, c'est que c'est quelque chose qui m'a aussi toujours fasciné, la manière dont sur le théâtre, c'est de l'action réelle, enfin voilà, c'est quelque chose qu'on voit sous les yeux, mais c'est complètement du fictif. Et la frontière entre voilà, qu'est-ce qui est le réel, qu'est-ce qui est la fiction, c'est quelque chose, c'est très poreux, je trouve. Et Ichiro, qui a du mal avec la voix du sabre, qui a du mal à trouver sa place, qui ne sait pas qui vraiment il est sur scène, voilà, il y a toute cette complexité d'incarner un personnage de samouraï, mais avec un sabre factice. Donc ça, pour moi, c'est toujours cet effet de jeu de miroir qui m'intéressait beaucoup. C'est pour ça que je voulais donner autant de place au théâtre. Et donc dans le roman, je parle des deux grands genres théâtraux de l'époque, le théâtre No. Le théâtre de No, c'était le théâtre de l'aristocratie, de la noblesse, qui est né au XIIIe siècle au Japon, en lien avec la religion, donc notamment la religion bouddhiste et également le shintoïsme, la religion originelle du Japon, et qui est un théâtre très lent, je pense, je ne parle pas assez bien japonais pour pouvoir lire dans le texte, mais de ce que j'en sais, c'est que c'est un théâtre avec une langue assez archaïque, surtout à l'époque, voilà, qui était très hermétique en fait, qui s'adressait vraiment à une certaine couche de population, les aristocrates, la cour de l'empereur, les samouraïs, qui aspiraient à se donner des lettres de noblesse, et donc qui n'était pas du tout accessible pour le commun des mortels. Et en fait, au XVIIe siècle, au tout début, en 1612, c'est une prostituée. Alors, est-ce qu'elle a existé ou pas, on ne sait pas, où est la réalité et où commence la légende. Une prostituée qui s'appelait Okuni, qui à Kyoto, je crois que c'était à Kyoto, a inventé, a créé le théâtre kabuki, voilà, avec d'autres prostituées en mettant en scène des spectacles. Et donc des spectacles là qui s'adressaient beaucoup plus à un public populaire, avec un langage que tout le monde pouvait comprendre, qui s'adressait à un public de comédiens, de musiciens, de patronnes de commerce, et qui parlait en fait de la vie réelle de ces gens, qui ne parlaient pas de légendes. Après, petit à petit, le kabuki tel qu'on connaît aujourd'hui au Japon, il n'a sans doute rien à voir avec ce kabuki de l'époque. Et ça a été un vrai défi que j'ai dû relever, c'est qu'il y a assez peu, en tout cas j'ai trouvé assez peu en français de ressources sur cette période-là du Japon, vraiment le tout début de la période d'Edo. Donc la période d'Edo, elle commence en 1603. Et en fait, le kabuki tel qu'on l'imagine, c'est beaucoup plus le kabuki de la fin du XVIIe siècle, du début du XVIIIe, qui est déjà très codifié, très normé. Là, moi, dans mon roman, c'est les tout débuts. Le roman se passe essentiellement en 1614-1615. Ça fait 3-4 ans que le kabuki existe. Donc, c'est un nouvel art théâtral qui a émergé. Tout est à inventer. Et pour donner un repère peut-être au lecteur, pour imaginer un petit peu, j'en parlais tout à l'heure avec mon mari Maxime pour essayer de qu'est-ce que je pourrais répondre si on me reposait la question. Et il me disait, et je trouve que c'est une très bonne analogie, c'est comme si on comparait l'opéra en France, avec des sketchs humoristiques. Quand on n'est pas initié à l'opéra, on arrive dans un magnifique endroit avec un opéra par exemple en allemand auquel on ne comprend rien, ou même en français mais chanté d'une manière à laquelle on ne comprend rien. Si on n'est pas initié, si on ne connaît pas cet univers-là, c'est très hermétique. Alors qu'un sketch humoristique, en général, ça parle de la vie du quotidien, tout le monde peut s'identifier à ces scènes, c'est un langage qui est accessible. Donc c'est à peu près cet écart-là d'accessibilité et d'univers. D'accord, très bien. Merci pour les explications.
Peut-être Emma? partir sur les sources d'inspiration. Peut-être, oui. puisque- Oui, on avait une question sur vos sources d'inspiration à tous les deux. On peut peut-être continuer avec Camille et puis on viendra à Vivien après. Alors Camille, j'imagine que tu étais une grande lectrice, tu nous en as déjà un petit peu parlé, tu avais des lectures que tu aimes bien. Nous, en lisant ce roman, on a pensé au clan des Otori, Oui. tu connais, voilà. Oui, Et puis à certains mangas, évidemment, comme Vagabond. oui, euh, que j'adore. voilà. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton contexte littéraire? Alors, le clan des Otori, ça m'a... En fait, c'est rigolo parce que quand je l'ai lu, j'étais petite, j'avais 10 ans. Ah oui. 11 ans, je pense. Et à l'époque, je ne savais pas ce que c'était le Japon. Dans ma famille, le Japon, c'est pas du tout quelque chose. Enfin, mes parents ne sont pas du tout intéressés par cette culture et ce pays. Donc, moi, j'ai lu ce roman en me disant, ah, c'est vachement chouette, j'adore et tout. Et c'est en le relisant beaucoup plus tard, à 17 ans, à une époque où je commençais à vraiment vouloir prendre des cours de japonais, j'avais découvert les animés, etc. Donc, le Japon me plaisait beaucoup. C'est en relisant, je me suis dit, mais en fait, ça parle du Japon. Et donc, c'était assez rigolo parce que c'est un roman que j'avais adoré quand on était petite avec mes sœurs. On jouait au clan des Otori dans le jardin. Je les forçais un petit peu, je suis l'aînée. Elles n'avaient pas lu, ça leur plaisait pas trop, mais je les forçais un petit peu. Et c'est après coup, je me suis dit, en fait, ça m'a tellement marqué. Et c'est rigolo parce que d'emblée, sans savoir que c'était le Japon, ça a eu cette importance pour moi. Après, en effet, Vagabond, qui est inspiré des 2 romans de Eiji Fujiwara, ou Fujikawa, j'ai toujours un doute sur son nom de famille, La pierre et le sabre et La lumière, je ne me souviens plus du deuxième. Ça, j'ai lu les 2 romans et l'adaptation en manga qui est vraiment très 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 intéressante. J'avais beaucoup aimé. Et dans la culture animée, j'ai regardé beaucoup de choses. Samurai Deeper Kyo, je ne sais pas si ça parlera au lecteur, c'est un animé et un manga qui est déjà un petit peu daté, qui parle aussi exactement de ce contexte-là, de la fin de la période, ça s'appelle la période Sengoku, la période des provinces en guerre. Et ensuite, en relisant petit à petit, en retravaillant le roman, parce que donc j'ai quand même travaillé presque 4 ans sur ce tome 1 avant qu'il ne soit publié, j'ai lu en fait de plus en plus aussi d'autrices japonaises et d'autrices également françaises, et ça m'a fait revoir, c'est en ça que ça m'a permis aussi de re-questionner ce schéma qui m'avait été infusé parce que voilà, j'avais toujours lu surtout la littérature masculine, et en fait qui m'a fait questionner ce schéma du héros masculin qui a une quête, qui va sauver tout le monde, qui va sauver l'héroïne. Et c'est amusant parce que toutes ces lectures m'ont permis un petit peu, avec le recul, en retravaillant, de pouvoir modifier certaines choses, de pouvoir donner un contexte un petit peu plus, un sous-texte en tout cas un petit peu plus engagé et féministe à ce que je voulais écrire. Et dans les autres sources d'inspiration, il y a eu également, j'ai oublié le titre, ouais, non, voilà. Il y avait Inoue Yasushi, qui est un grand auteur de littérature japonaise, et je ne sais pas s'il est historien, mais en tout cas il a écrit énormément de romans sur les samouraïs, sur cette période-là, sur un des grands unificateurs du Japon notamment, et étant très friande de littérature historique, j'aimais beaucoup Les Rois Maudits quand j'étais plus jeune, et j'aimais beaucoup aussi Les Fortunes de France, que j'ai découvert plutôt à 23 ans. J'adore la littérature historique, et donc ces récits-là aussi m'ont beaucoup inspiré et m'ont vraiment donné envie, parce qu'en faisant le pont avec le clan des Otori, je me suis posé la question de est-ce que je fais le choix d'une fiction totale, et donc ce n'est pas le Japon, et donc je peux mettre de la magie, etc. Ou est-ce que je fais un choix d'un récit historique? Et je pense que la petite voix historienne en moi a pris le dessus et m'a donné envie de vraiment écrire un récit historique. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure sur la difficulté de parler d'un contexte qui n'est pas du tout connu des lecteurs français, et encore plus des jeunes lecteurs français. Et ça a été un vrai challenge. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure plus tôt, c'est que moi, c'est un univers que je connais à fond, qui est très familier pour moi. Et en fait, j'ai écrit ce roman presque comme si je m'adressais à des Japonais qui connaissent déjà l'histoire de leur pays. Donc il y a eu tout un travail là-dessus, et pour ça, la maison d'édition m'a vraiment aidée, grâce notamment au personnage des amis, pour expliquer le contexte, avec des questions un peu naïves, du genre « Ah, mais qu'est-ce que c'est le kabuki ?» Et donc le personnage explique. D'accord. Ok. Et toi, Vivien, on sent à travers le personnage de Tim, il y a des lectures, il y a des grands romans de piraterie, il y a aussi Sa Majesté des Mouches, il y a aussi plein de références musicales, du rock un peu dark, un peu noir.
C'est aussi tes lectures à toi d'adolescent derrière tout ça? Alors, ah oui, c'est sûr, ça m'a gesté les mouches, pour moi, c'est un des plus grands chefs-d'œuvre, mais je l'ai découvert pas à l'adolescence, je l'ai découvert plus tard. Et sinon, pour ce qui est des autres inspirations, évidemment, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, enfin, j'adore Stevenson, c'est un de mes héros romanesques. Donc, c'est une histoire de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, revue, revue avec du Oui. somnambulisme, c'est-à-dire qu'il est tout gentil la journée, et puis la nuit, quand il a des crises de somnambulisme, il se met à faire des choses qui normalement n'ont plus rien à voir avec ce qu'il J'avais est pas dans la pensé dans la journée. à ce Ouais. lien-là, maintenant que tu Ouais. le dis, effectivement. Et oui, ouais, c'était un peu. Ouais. Alors, je sais pas si je me suis dit, je vais faire un Dr. Jekyll, mais ouais, ça m'est Oui, apparu non, petit mais à c'est petit. vrai Et, qu'il y a de ça. et vu que c'est Stevenson, c'est tellement pour moi quelqu'un de génial. Et il y a aussi Le Vilain Petit Canard. C'est une histoire de Vilain Petit Canard, en fait, c'est-à-dire qu'il il croit vraiment que c'est voilà, il est dans la pire des situations, c'est le plus malheureux au monde, tout ça. Et puis bon, il devient pas un cygne non plus, mais il réalise petit à petit qu'il est peut-être pas le seul vilain petit canard, on va dire, justement. Et ensuite, donc, comme autre source d'inspiration, donc il y a tout ce qui est après un côté dark 19e. Il y a un poème de Verlaine, Baudelaire, enfin tout l'humour noir 19e, pessimisme, Schopenhauer, tout ça, tout le côté genre. Ce qui est sûr, c'est que ce sera toujours pire, tout ça. Que j'aime beaucoup parce que voilà, j'aime beaucoup l'humour noir et le surréalisme aussi, des choses comme ça. Mais à côté de cet univers dark, qui était vraiment l'univers de mon adolescence, par exemple, ma mère écrivait des poèmes, mon beau-père aussi, et donc j'avais un côté même un peu snob, c'est-à-dire que à l'époque de l'adolescence, j'étais plus genre poésie, et puis genre Harry Potter, ou Stephen King, ou là surtout pas et tout, alors que c'était vraiment de purs a priori, ou même je sais Buffy contre les vampires, pour citer 3 choses qui maintenant pour moi sont parmi les plus grandes œuvres du siècle, quoi. Mais c'est vraiment plus tard que voilà, pour citer des dernières sources d'inspiration, on va dire les romanciers populaires. Tout d'un coup, il y a eu un moment où j'ai, je sais pas, capté, on va dire que. Comme par exemple, Oui. comme par exemple les romans populaires. Tu as un exemple à nous Ah bah, Stephen King. D'accord. Après, c'est Stephen King qui vraiment j'adore, quoi, j'adore. Et pour prendre Stephen King ou d'autres, j'aime beaucoup, c'est une sorte d'antisnobisme qui m'a permis aussi de tout d'un coup prendre un bol d'air, c'est-à-dire avant je croyais qu'il fallait que le lecteur fasse effort vers l'auteur et puis tout d'un coup je me dis ah non, si c'était à l'auteur de faire effort vers le lecteur, c'est peut-être aussi pas mal, ou c'est peut-être en tout cas quelque chose qui finalement me correspond plus et dans lequel je me libère parce que j'accepte d'être au service. Plutôt que voilà, et donc comme grande source d'inspiration, c'est les romans populaires de science-fiction. Alors quand j'étais ado, j'adorais les romans de policiers. Donc il y a un peu un côté, il y a une enquête comme ça. Et la science-fiction, je l'ai découvert plus tard. Et ça a été aussi un grand bol d'air. Parce que justement, on parlait des études de lettres, etc. Et à un moment, j'en pouvais plus, quoi, les études de lettres. Je voulais écrire, et c'était que livres, lettres partout. Et il y avait aussi justement moi, il y a eu la grande crise familiale à l'époque du lycée, genre S ou L, scientifique ou L. Et donc, mes parents étaient divorcés, mon père était scientifique, ma mère littéraire. Donc, c'était pas que choisir une filière, c'était choisir un parent. Et donc, il y avait un côté comme ça. Et j'ai choisi L, bien sûr, complexe d'Oedipe, j'ai choisi ma mère, quoi. Et voilà. Mais du coup, il y a eu un moment où j'étais là, mince, pourquoi j'arrivais pas du tout à être prof au lycée, ça marchait pas du tout, j'avais aucune autorité. Je me disais, j'aurais vraiment dû faire S, en fait, j'ai tout raté. Et c'est là que j'ai découvert la littérature scientifique, qui est vraiment la source d'inspiration aussi du roman, parce que les sciences neuronales, les sciences du cerveau, ça m'a fait un bol d'air immense, mais je les ai pas lus dans le but de trouver des idées pour écrire. Mais justement plutôt dans le but de j'en peux plus des lettres. Je veux découvrir la science. Et puis tout d'un coup, alors même j'y pensais plus, c'est là que ça m'a donné des vraies idées, tandis que avant je cherchais des idées mais elles venaient pas. Et puis là voilà, elles sont arrivées. D'accord. Donc voilà, c'est. Bon, je crois qu'on arrive à la fin de notre entretien. Donc juste, et si on peut encore se permettre une petite question, c'est
La suite des aventures d'Ichiro, c'est pour quand? Normalement, le tome 2 sortira en août 2021. D'accord, très bien. Et Vivien, des projets, d'autres romans Ah oui, ouais, complètement. complètement. Alors, mais donc j'avais Et écrit. rapidement, parce que je Oui, crois alors qu'on d'accord, on est hors temps. il y avait une sorte de suite, mais je suis en train de la revoir pour que Ouais. ce soit pas vraiment une suite, que je garde le même espace, mais que je capitalise pas trop sur le même héros pour créer un autre héros et pour me coltiner de nouveau avec quelque chose d'un peu plus dur et tout, parce que là j'ai gardé le même héros, mais finalement il lui arrive pas des choses assez fortes comme dans le premier. Donc voilà, D'accord. en train de revoir, il y a même un troisième, D'accord. j'avais créé un troisième Toujours tome dans que cet je revois univers, complètement. le Et lycée, toujours, ouais, le l'univers contemporain, du lycée avec de la science-fiction, un peu de science-fiction, mais douce, quoi, on va dire. Ouais, ouais. D'accord. Merci. Bon, à bah, vous je deux. crois que merci à vous Merci deux. beaucoup à vous. C'était fort intéressant. Merci. Et bonne suite alors. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.